Deuxième élément qui ressortait de leur discussion, c'est qu'ils demandaient le respect du cessez-le-feu conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité à laquelle je fais allusion, et surtout insister sur le retrait des forces qui vient en soutien au groupe M23. Et la dernière recommandation, c'est qu'ils ont insisté sur la condamnation publique et officielle de l'agression et de l'occupation du territoire national par les forces rwandaises, ainsi que le retrait total et sans condition des troupes des M23 sur le sol congolais. Voilà un peu le résumé des revendications qui ont été ressorties de tous ces entretiens, ces consultations avec le camp de la majorité au pouvoir. Quand nous arrivons chez les opposants, toujours dans la ville de Kinshasa, ici au niveau national, comme je l'ai dit, on a vu plusieurs courants de l'opposition, s'il faudrait, pour ne pas les citer, en tout cas, les principales figures de l'opposition que vous connaissez. À l'issue de ces discussions avec eux, et aussi ont formulé des cahiers des charges. La médiation, les CC-la-Senko, le travail que nous avons fait, c'est de faire les recoupements pour dégager le point de convergence de chaque groupe, pour dire des points qui s'est répétés dans leurs différentes revendications, comme nous l'avons fait avec le camp de la majorité. Alors, par ces recoupements, il y a les éléments qui ressortent des revendications de l'opposition non armée. Nous avons la faiblesse des processus électoraux. Ils ont beaucoup insisté sur le processus électoral de 2023 qu'ils ont critiqué. Deuxièmement, ils ont critiqué la gouvernance, je m'excuse, la gouvernance du pays par rapport à l'environnement, avec tout ce qui va avec les questions de gestion, de corruption. Troisièmement, ils ont parlé du rôle de la justice qui traque les opposants, où beaucoup se trouvent aujourd'hui en exil. Quatrièmement, ils ont parlé de l'absence de consensus politique et rationnel dans plusieurs processus de réformes, on s'est compris la tentative de changer la Constitution. Rappelez-vous que les débats qui étaient en cette période-là, tant on consultait, c'était sur la Constitution. Et donc, beaucoup révélaient également sur ces débats-là de changer la Constitution. Il y a eu aussi le point en lien avec la signature de certains engagements et contrats avec le pays de manière bilatérale ou multilatérale. Et puis, on parlait des situations d'insécurité, pas seulement à l'Est, ils ont parlé de l'Ouest, ils ont parlé des tensions communautaires. Voilà un peu le résumé de ce qui se présente comme les revendications de l'opposition non armée. Au niveau de la société civile, nous avons également tour à tour consulté la société civile dans les thématiques gouvernance démocratique, élections, les femmes, les jeunes, les mouvements citoyens. Nous avons consulté les prix Nobel, parce que nous avons quand même l'honneur d'avoir un prix Nobel de la paix dans nos pays. Nous avons consulté les religieux, les autorités traditionnelles et même les mouvements syndicaux. Donc, c'est pour dire qu'il y a un échantillon important et représentatif qui a été consulté, tant ici à Kinshasa qu'en province et même au niveau extérieur. Qu'est-ce qui ressort de leur agenda harmonisé des revendications qu'on a reçues ça et là? Premièrement, la société civile insiste sur l'organisation des réformes juridiques et judiciaires pour renforcer l'indépendance de la justice. Deuxièmement, il demande l'organisation urgente des réformes électorales pour permettre d'élever l'option sur la CENI en vue de préserver les processus électoraux de 2028, donc les processus à venir. Ici, c'est l'avis des experts électoraux qui ont été consultés. Troisièmement, il y a renforcer le mécanisme de protection des défenseurs des droits de l'homme et ceux qui travaillent au niveau des opinions publiques. Renforcer le mécanisme participatif des femmes dans toutes les échelles de décision, de jeunes et des personnes vivant avec handicap, et ce à tous les niveaux. Cinquièmement, c'est faire application du rôle des confessions religieuses dans l'organisation de notre pays. Ça, c'était l'avis des confessions religieuses consultées.
au niveau des chefs des autorités traditionnelles et elles ont beaucoup insisté sur leur rôle alors qu'il est clairement garanti par la Constitution. Renforcer les mécanismes juridiques, finaliser le processus de justice transitionnelle en RDC, valoriser la place et la contribution des scientifiques, ainsi que le rôle des mouvements et des jeunes. Arrivé à Goma, comme vous l'avez appris, 15 jours après la chute de cette ville, la délégation qui s'y est rendue a eu le temps de discuter profondément avec le mouvement. Ici, il s'y est d'insister sur les motivations parce que ça fait l'objet d'un débat au niveau de l'opinion publique. Qu'est-ce qui a motivé la délégation à se rendre à Goma? Première raison, c'est qu'il fallait s'enquérir de la situation des droits de l'homme après les affrontements armés. Je pense que nous avons tous suivi ce qui ressortait ça et là en termes des rapports, des violations des droits de l'homme. Deuxièmement, il fallait aller négocier les couloirs, l'ouverture du couloir humanitaire, parce que tout était fermé et il y avait des cris de détresse. Je rappelle ici qu'à ces jours, nos institutions sont présentes dans ces zones occupées et faisons un monitoring hebdomadaire mensuel sur la situation des droits de l'homme et des questions humanitaires. Ici, il faut le dire, c'est près de 7 millions de déplacés aujourd'hui et donc il fallait voir ces pressions. Troisièmement, comprendre les revendications de l'AFC M23, parce qu'au cours de nos discussions avec le chef de l'État, nous avions suggéré l'importance d'écouter séparément les AFC M23 du Rwanda. Donc il fallait séparer les deux agendas, parce que nous avons estimé que cette approche allait être plus efficace. Si nous voulons avoir un dialogue national inclusif et efficace, il était intéressant, c'est cela notre avis jusqu'à aujourd'hui, de séparer l'agenda Goma de l'agenda Kigali. Exprimer, ça c'est la quatrième raison, les refus des deux églises à toute intention de balkaniser le pays. C'était pour nous l'occasion d'aller apporter ces messages directement à la source et la dernière intention, c'était d'aller partager le pacte social comme proposition de sortie de crise. À l'issue des discussions de plus de 4 heures du temps avec le mouvement M23, nous avons recueilli de leur part une sorte de cahier des charges qui ressort le 5 ou 6 points importants. Le premier point, ils disent, s'ils ont pris les armes, et c'est pourquoi ils exigent une voix attentive des autorités, c'est parce qu'il y a absence de l'État dans certaines zones du pays et cela favorise l'émergence des groupes armés et fait croître l'insécurité dans ces zones. Deuxièmement, ils sont revenus sur la question électorale de 2023 pour dire qu'il y a eu ce chaos électoral qui met aujourd'hui en débat ou remet en question la légitimité des institutions. C'est leur avis. Troisièmement, ils ont parlé des questions de gouvernance en insistant sur tout ce qui est détournement, corruption. Quatrièmement, ils ont parlé des questions de justice qu'ils appelaient ou qui qualifient la traque des opposants et des autres voix, et surtout cette affaire de mettre à prix la tête de certains individus, ils y sont revenus, et la tentative de changer la Constitution. Ils disent, ils agissaient sur fond de l'article 64 pour préserver l'ordre constitutionnel, et la dernière question, c'est la question identitaire et la reconnaissance de leurs recommandations ou revendications qualifiées d'existentielles. Ils clôturaient leur présentation en disant leur combat était un combat existentiel. Ils mettent cette lutte pour exister parce que de part et d'autre, ils sont comme des apatrides, ils sont comme une communauté ignorée et donc ils recourent à ces forces. Ce sont les avis qu'ils ont donnés. Donc là, nous clôturons l'étape nationale comme je l'ai présenté, Kinshasa jusqu'à Goma, avec les acteurs non armés et armés. La deuxième étape a été l'étape régionale. Là, la délégation a tour à tour rencontré différents chefs d'État. Je ne sais pas rentrer dans le détail des entretiens avec les chefs d'État, mais ici, je voudrais juste rappeler en passant que nous avons vu successivement le président du Rwanda, le président du Kenya, le président du Congo-Brazzaville, le président de l'Ouganda
le président de l'Angola. Chaque président nous accordait des audiences allant de 3 heures et plus, ça dépendait du contexte, mais ce qui converge ici, après les discussions avec ces chefs d'État, c'est le fait d'apprécier d'abord l'initiative des religieux. Ils ont dit, en tout cas, chacun sait qui les concerne, le mérite qu'il fallait accorder à cette initiative du fait qu'elle a non seulement eu l'idée de réfléchir au-delà des frontières, comme je l'ai dit, l'approche est à la fois sur le plan national et régional. Tous ces chefs d'État ont dit, vous avez compris, non seulement les conséquences de la crise, mais aussi les causes profondes extérieures à la crise. Donc, ne pas intégrer la responsabilité et l'implication des acteurs extérieurs, notamment des acteurs clés de pays concernés à la région, nous avons l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, serait une fausse manœuvre pour la solution. Donc, ils ont apprécié l'initiative parce que son approche est nationale et régionale. Deuxième élément, c'est qu'ils ont félicité le fait qu'on ait introduit la dimension scientifique. Pour dire, si vous réfléchissez d'abord scientifiquement, les contributions scientifiques vont beaucoup aider les conclusions politiques parce que ça ne sera pas le premier dialogue. La question, c'est pourquoi tous les dialogues débouchent sur la même solution et ne maintiennent pas le principe de non-répétition des conflits. Chaque saison, chaque période, et d'ailleurs, c'est ce que disait le président Félix Tshisekedi à la première audience, il dit on peut trouver des solutions. Mais si nous n'arrivons pas à arrêter les cycles infernaux des crises, nous ne serons pas en train de trouver des bonnes solutions. Donc c'est dans cette dynamique que beaucoup de chefs d'État ont abordé la question, et j'ai pu vous avouer ici, et vous l'avez constaté, simplement dans la manière d'être reçu. Au niveau international, après avoir discuté avec tous ces chefs d'État, chacun avec son agenda, chacun a donné ses préoccupations, nous sommes allés en France. Pourquoi en France? Je rappelle que quand nous avons vu le président Lorenzo, c'est à double titre. À la fois comme le président de l'Angola qui a présidé le processus de Luanda, mais aussi comme le président de l'Union africaine qui est en exercice. Donc c'est pour dire qu'on n'a pas seulement vu le chef d'État, mais aussi le responsable des organisations internationales ou régionales, notamment le président ou Ruto. Le président Ruto du Kenya, nous l'avons vu, pas seulement comme président du Kenya, mais aussi comme le président de l'EAC, qui est en exercice et qui a conduit un processus important. Et le président Lorenzo de l'Angola, c'était aussi à ces doubles titres. Nous avions manqué le rendez-vous avec le président du Zimbabwe qui préside dans la SADC, simplement parce qu'il y a eu son agenda qui était difficile et il y avait des questions liées à la santé et tout le reste. Donc voilà, l'idée c'est qu'on a vu aussi les organisations régionales. La France, à la fois comme pays, mais aussi comme pays permanent du Conseil de sécurité qu'on appelle le P5. C'est à ce titre que nous sommes allés en France au niveau international et vous avez vu par la suite que la France, par les billets de son délégué au Conseil de sécurité, a porté plus haut la proposition des deux églises au niveau du Conseil de sécurité. Nous avons vu également en Belgique le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, avec qui nous avons aussi discuté et qui a, par la même occasion, porté publiquement le soutien, apporté son soutien à l'initiative. Après l'étape Europe, nous sommes allés en Amérique. Nous avons eu des discussions au niveau du département d'État américain, du Congrès, notamment la Commission des Affaires étrangères, et nous avons fini au niveau des Nations Unies, où nous avons rencontré le secrétaire général des Nations Unies. Toutes les discussions à ces niveaux ont convergé dans la même direction. Ce que nous pouvons ici conclure au niveau des discussions, nous sommes le 3 février 2025. Les représentants de ces deux églises, en tout cas à leur demande, pour dire que cette audience a été sollicitée par nous, en vue de présenter et proposer l'initiative du pacte social au chef de l'État. L'entretien a permis un échange de vues constructif sur la situation sécuritaire, politique et diplomatique préoccupante, particulièrement après la prise de la ville de Goma. Les discussions ont abordé les dimensions internes, régionales et internationales de la crise, ainsi que la place et la valeur ajoutée de l'initiative ecclésiastique dans les contextes globaux. L'accent a été mis sur la nécessité de renforcer
l'unité nationale et la cohésion sociale considérées comme les fondements essentiels de toute solution durable. L'approche inclusive et complémentaire aux processus régionaux en cours a été jugée pertinente, de même que la contribution potentielle de cette initiative. À l'issue de cette rencontre avec le chef de l'État qui avait accordé une attention soutenue à la présentation des deux églises, avait apprécié l'initiative jusqu'à la qualifier de louable et nécessaire au regard du contexte qui est le nôtre. Je rappelle ici, nous l'avons vu le 3 février, figurez-vous, c'est après la chute de la ville de Goma, Goma qui est tombée le 26 janvier, et donc vous voyez dans quel état nous étions. Le 15 décembre, il y a eu échec de la rencontre entre le président Kagame et le président Tshisekedi à Luanda, et donc c'est tous les contours du contexte qui a fait que l'initiative, à juste titre, soit appréciée. Après cela, nous avons vu les deux présidents des deux chambres. À leur tour, ils ont apprécié l'initiative en formulant quelques recommandations. Mais les résumés de ces deux entretiens, tour à tour, tournaient également sur la nécessité de consolider la cohésion nationale. Nous pouvons ici tirer comme conclusion de ces échanges avec les niveaux institutionnels l'intérêt que nous avons tous accordé de consolider la cohésion nationale et de préserver l'intégrité territoriale. Et logiquement, tous ces acteurs ont estimé que l'approche proposée par les églises pouvait mieux contribuer à l'atteinte de ces résultats. Au niveau des acteurs politiques, nous avons, comme je l'ai dit, consulté les acteurs de l'Union sacrée que nous n'avons pas voulu. Donc le scientifique proposerait aux autorités publiques, communautaires, aux acteurs du développement, un cadre de gouvernance par rapport aux thématiques relevées qui pourrait guider ceux-là dans leur ministère social. Donc il ne s'agit pas d'imposer à l'État ce qu'il doit faire, d'imposer à qui que ce soit ce qu'il doit faire, mais c'est un cadre stratégique. Et l'avantage, c'est que ça pourra inspirer tous les politiciens, les acteurs politiques, quelle que soit la philosophie politique. Vous savez, ceux qui sont dans les entreprises, ils savent l'importance du plan stratégique dans une organisation. Mais ce plan stratégique s'élabore facilement s'il y a déjà un cadre stratégique. C'est à cela que nous voulons arriver par rapport à la gouvernance du pays. Donc, ça ne doit pas déranger la gouvernance, mais bien au contraire. Juste un exemple, si vous êtes vraiment des journalistes professionnels, vous devriez être intéressé du contenu des programmes des partis politiques lors des campagnes électorales. À quoi nous assistons? Généralement, ça devient des attaques des opposants plutôt que de proposer à la nation un programme costaud. Voilà, si je suis élu, voilà, dans le détail. Alors, ça devient maintenant de promesses. Donc là, les scientifiques contribueraient avec leur lumière pour que nos partis politiques puissent s'en inspirer, avoir des programmes d'action solides et bénéfiques pour le pays. Et donc là, c'est l'objectif général. Les objectifs spécifiques, c'est aussi dans la même perspective, dans chaque secteur. On pourrait déjà, comme l'a dit le révérend Eric, donc les réflexions sont orientées pour arriver à proposer ce que pourrait être la RDC dans les meilleures conditions jusqu'en 2060. Donc, ça concernera aussi ceux qui viendraient après le pouvoir actuel. Donc là, je veux bien insister parce qu'il y a eu manipulation de l'idée. Ce n'est pas pour celui qui vient après le président Félix, à moins qu'on dise qu'il va vivre jusqu'en 2060. Là, je pense. Alors, pour cela, le secrétariat technique a proposé des commissions thématiques